Les connexions entre le rap français et le rap US ne se sont jamais aussi bien portées qu'aujourd'hui. Tous les jours on va sur les réseaux sociaux et on apprend qu'un rappeur français a été aperçu en studio avec tel rappeur américain. On apprend que certains ont fait un clip ici pendant que d'autres l'ont fait là-bas. Il n'y a clairement plus de frontières dans la musique. Mais le rap français a fait du chemin pour en arriver là et ce genre de collaboration ne s'est pas toujours bien déroulé. Tu penses des feats USFR? Franchement, moi, d'un point de vue de producteur, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Déjà, tout dépend de l'artiste, avec qui t'emmènerais ton artiste fité, mais des fois, j'ai l'impression que les artistes US, ils respectent pas vraiment les rappeurs français, tu vois. Comme je l'avais déjà expliqué dans ma première vidéo sur le sujet, les rappeurs US qui ont manqué de respect aux rappeurs français. Donc cette vidéo, comme vous le verrez dans le titre, c'est la partie 2. Bien évidemment, il y aura aussi la partie 3, mais le sujet sera différent. Mais je ne peux pas vous en dire plus, sinon mes deux enfants voudront encore me copier. Avant que la vidéo commence, abonnez-vous, ça vous coûte rien et ça me donne de la force. Activez la cloche de notification et lâchez un like. Et surtout, allez me suivre sur Instagram, les mecs. Wesh, là-bas, il n'y a personne. Le rap, ça vient de la hure. Alors tu veux que je te parle de quoi? On est en 2013, Sadek s'apprête à sortir son premier album qui succédera à sa mixtape La légende de Johnny Niom. Celui-ci s'intitulera Frontières du réel. Le projet ne sera pas une grande réussite malgré de très gros morceaux comme Mektoub. Si on doit m'enterrer, tu sais que c'est le Mektoub. Si un jour je dois prier, ça sera le... Lui-même reconnaît que son projet n'a pas répondu aux attentes. Tu fais un album radiophonique, t'es pas suivi par les radios, au bout d'un moment, ça n'a aucun sens. Tu joues les bonnes notes mais sur les mauvais synthés en fait. Quand on parle de feat réussi entre les rappeurs français et les rappeurs américains, généralement les gens citent Lacrim et French Montana sur le son Awa, Caris et Future sur le son Crystal et bien d'autres encore. Mais peu de gens parlent du fait que Sadek ait ramené Meek Mill sur son premier album. Quand il a annoncé la connexion à l'époque, il avait choqué tout le monde. Sachant que Meek Mill dans les années 2010-2015 c'était vraiment très big. En 2011, il était dans le XXL Freshman aux côtés de Kendrick Lamar et Mac Miller et il a sorti ce classique avec Rick Ross qui tournait de partout. En plus, ce fumier, il se tapait Nicki Minaj. Ouais, il avait tout pour lui. La collaboration entre Sadek et Meek Mill s'est faite via DJ Core, qui à l'époque avait déjà de grosses connexions avec les US étant donné qu'il vivait aux États-Unis. Et Core il reçoit un mail, vu que c'est lui qui a fait la prod, un mail de Meek Mill qui lui dit voilà j'ai déjà posé sur le son, j'ai une idée, dites-moi si ça vous parle et tout. J'écoute, je dis ouais, et je veux plus qu'il touche à rien, c'est exactement ça. Donc je commence à gratter et tout, et puis moi je comprends bien l'anglais, je sais qu'il nous a vraiment respecté, qu'il a posé avec les tripes et tout, parce que Core il m'a bien présenté de l'autre côté. Après que le feat ait été une réussite, Sadek a clippé le morceau au Kawet, le quartier d'où il vient, mais Meek Mill n'est jamais venu au lieu de tournage, alors que l'équipe de Sadek l'avait grassement payé. C'est dommage car ils auraient pu nous sortir un vrai clip et ce serait un feat qui serait devenu une vraie référence. Après avoir sorti 3 énormes projets, Repro 1, Repro 2 et Force et Honneur, Lacrim était de retour avec un 3e album qu'il a appelé Lacrim. Et pour marquer son retour, il a invité des grands noms comme Snoop Dogg, French Montana, Labo Rap Zero, 6ix9ine, Eric Ross. Même si j'avoue qu'étant un grand fan de Lacrim à l'époque, j'ai trouvé cet album pas ouf. Surtout après un album comme Force et Honneur, mais ça reste que mon avis. Mais pour ce projet, Lacrim n'a pas fait les choses à moitié. Il avait teasé un clip avec Snoop Dogg qu'il a jamais sorti malheureusement. Il avait aussi sorti un clip avec 6ix9ine, mais les vidéos ont leaké où on voit 6ix9ine mal se comporter sur le lieu de tournage, en allant jusqu'à même refuser de checker un collègue de Lacrim. Sorry for the guys. You know, we love to be more organized. Ouais, ils veulent qu'on bouge les voitures. Quand on voit la vidéo, on peut s'imaginer comment il a dû se comporter tout au long du clip. Après, quand on connaît le personnage 6ix9ine, voilà quoi. À l'époque, dans le game des États-Unis, quand on voulait qu'un artiste soit mondialement connu et que sa musique se propage, les labels et les maisons de disques faisaient des versions alternatives ou des rééditions de certains albums où ils remplaçaient certains couplets ou featuring au profit d'artistes européens ou autres. Ce fut le cas de 50 Cent pour son album The Massacre sorti en 2005. Il prévoyait de le sortir en version européenne et pendant qu'il était à Paris, il aurait rencontré Booba et enregistré le remix de Hands Up High. Booba avait lâché un très gros couplet comme on n'en fait plus. Synonyme de défaite, je ne compte plus mes prouesses. Élevé parmi les wesh, nos flingues viennent du RSS. Tu veux savoir qui suis-je, où est-ce? Et si sort de Dieu, plus ils m'aiment, plus je les déteste.
Ouais les gars, on pourra dire à nos enfants que Booba avait 50 Cent Prime sur son propre son. Malheureusement, 50 Cent n'a jamais sorti de version européenne de son album, donc Booba a lâché ce couplet pour rien, car le son est passé à la trappe, même si on peut le retrouver sur YouTube. Ma théorie personnellement, c'est que 50 Cent voulait pas de cette fumée, donc il a préféré ne pas sortir le son. Mais ça reste que ma théorie. En réalité, 50 Cent a enlevé le couplet de Booba et l'a remplacé par celui de Tony Yayo sur le titre Touch the Sky, et il l'a mis sur son 3e album, Curtis. Il a compris que Paris, c'était pas la Fashion Week, frère. En 2021, Bobby Shmurda est sorti de prison après avoir purgé une peine de 7 ans d'emprisonnement à cause de son affiliation au gang GS9. À sa sortie, tout le monde est content. C'est le retour du grand Bobby. Quavo vient le récupérer en jet privé et les rappeurs tweetent à son sujet. Le problème, c'est qu'en 7 ans, le game a beaucoup changé. Et à sa sortie, il n'a évidemment pas le même buzz qu'en 2014 lorsqu'il avait sorti son banger Hot Nigga. En 2023, alors que Bobby Shmurda était à Paris pour un shooting, de la musique de Kalash Criminel passe et Bobby pète son crâne. Il se dit c'est quoi ce poulet? Il demande alors au photographe de le mettre en relation avec Kalash Criminel. Il a même repoussé son vol pour Londres pour faire cette collaboration. Les deux rentrent en contact et il était convenu que Kalash Criminel payait pas le feat étant donné que c'est Bobby qui l'avait approché. Logique. Il devait tailler le soir même. Il lui fait écouter une maison, Bobby il pète un câble. Il dit c'est qui lui? Il a dit hey, je veux feat avec lui, appelle-le tout de suite maintenant. L'alchimie passe bien entre les deux et le morceau devait figurer sur l'album Sélection naturelle de Kalash Criminel. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu. Lors d'un showcase à Londres, Bobby n'aurait fait que 2 titres et se serait embrouillé avec le promoteur de la boîte qui refusait de payer. Alors qu'il devait retourner en France pour clipper le feat avec Kalash Criminel, Bobby lui demande s'il peut s'occuper de payer les billets d'avion pour ses gars et les chambres d'hôtel. Kalash Criminel, qui n'avait pas prévu un tel budget, leur a proposé un van à leur disposition quand ils seraient sur Paris, mais l'équipe de Bobby, qui était mécontente de la réponse, a commencé à leur dire que finalement le feat qu'ils avaient fait ensemble, ils devaient le payer. Le jour du studio, on lui dit hey, frérot, tu vas être payé, c'est comment? Ouais. Non, jamais de la vie, entre mecs de la street, on fait pas ça, nanani. Ouais. On est là, 21h, l'album sort à minuit, le poteau nous envoie un message. Ouais, j'ai fait un showcase à Londres. Je crois qu'il s'est battu à Londres, il y a des vidéos sur internet. Le mec n'a pas voulu le payer. Il a dit ouais, j'ai pas d'argent, donc il faut que tu me payes mon feat. Ah, c'est un ouf. Finalement, le son sortira, mais sans Bobby, et ce n'est pas plus mal car il est finito. En 1996, le label Sony, chez lequel Nas, une légende du rap US, était signé, voulait propulser les ventes de son album It Was Written en France en faisant collaborer le rappeur américain avec des rappeurs français. On lui avait proposé de travailler avec MC Solar, mais Nas a refusé. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle... On a parlé plus de rap. Il a préféré collaborer avec Supreme NTM qui à l'époque arrachait littéralement tout dans le rap et était également signé chez Sony. La maison de disques a alors organisé cette collaboration qui avait pour but de profiter uniquement à Nas. Mais dès le début, le groupe français a fait comprendre qu'ils n'étaient pas des petits et a imposé leurs conditions sur le titre qu'ils allaient faire, qui est un remix de Affirmative Action en featuring avec Foxy Brown et AZ. À la base, le groupe devait poser un couplet de 12 mesures à 2, mais la proposition ne leur a pas plu, donc ils ont soumis leur idée, retirer Foxy du remix et qu'ils posent plus qu'un couplet de 12 mesures, en étant également présent sur le refrain. L'équipe de Nas a accepté, ce qui nous a donné l'une des collaborations les plus emblématiques du rap français et américain. Pour tous mes vips, je le balance avec mes tripes, j'applique nos affects, cherche pas. Évidemment, si tout se serait bien passé, cette histoire ne serait pas dans cette vidéo. Le problème de ce featuring, c'est qu'il avait avant tout un objectif marketing. Pour vous mettre dans l'ambiance, déjà lors de l'enregistrement, il n'y a pas eu beaucoup d'échanges entre les artistes, mais le pire reste à venir. À la base, la réalisation du clip devait se dérouler à New York, mais une fois arrivé sur place, le jour du tournage, Nas arrivait avec 8 heures de retard. Son collègue AZ ne voulait pas travailler avec Cool Chain parce qu'il était blanc, ce qui n'a absolument pas plu à Joey Starr qui leur a fait vite comprendre. Comme tous les mecs de ma génération, quand t'as la tête dans le hip-hop, Nas, c'est un référent, quoi. Après, ça s'est pas super bien passé, quoi. Je pense qu'il nous a pris pour des bouseux. Après ces désagréments, le groupe a préféré rentrer en France sans finir le clip et c'est finalement Nas qui a dû les rejoindre dans le 93 pour le terminer. Mais Joey Starr, qui avait mal digéré ce qu'il s'était passé, est arrivé complètement arraché au tournage et lui a fait comprendre qu'ici... c'est les cités de France, ma gueule. Comme 9-3, tu fais le fond de piétine, même si t'es une célébrité. Au final, le morceau et le clip sera une réussite, mais laisseront un goût amer aux deux rappeurs.
En 1997, il y a eu une énorme altercation avec un membre du Wu-Tang Clan. L'artiste ODB, plus connu sous le nom de Old Dirty Bastard, était prévu pour un concert à Paris. MC Jean Gabin l'a rejoint à son hôtel car il était invité. Vous connaissez l'ambiance des Américains, des filles, de la fumée, de l'alcool. Bref, Jean Gabin et les mecs du Wu étaient dans le bon. ODB, qui était en train de raconter sa vie, a commencé à déraper en manquant de respect aux Noirs de France. Évidemment, ça n'a pas plu à Jean Gabin qui l'a recadré verbalement. Après ça, le ton est monté entre les deux, mais finalement, ODB est retourné dans sa chambre. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais 2 heures plus tard, le rappeur américain est sorti de sa chambre et a vu Jean Gabin en caleçon dans le salon. Là, il a commencé à s'énerver et lui a lancé une assiette sur la tête. Jean Gabin est devenu fou et a voulu se battre, mais Bouddha Monk l'a frappé en premier et a sorti un surin. Donc là, on est sur un 2v1 plus une arme. Jean Gabin a préféré la jouer intelligemment et s'enfuir. Et dans sa fuite, il a quand même réussi à donner un coup à ODB avant de se faire plier par Bouddha Monk. Le lendemain, ODB était prévu au Midnight Express et le promoteur était un ami de Jean Gabin. Autant vous dire qu'il a saisi l'occasion pour se venger. Une fois arrivé là-bas, il lui a fait comprendre qu'ici c'est la France avant de lui prendre tout son argent. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, faites-le moi savoir en commentaire. Abonnez-vous et lâchez un like, ça me donne de la force, vous savez déjà. Suivez-moi sur TikTok et Instagram les frères, je réponds à tout le monde là-bas. On se retrouve bientôt.